Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne et fondatrice des groupes de parole pour les femmes, spécialiste de la question amoureuse, de l'accompagnement des hypersensibles et de la dépendance affective. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont Ose regarder en toi la magie de la vie, paru aux éditions Le Duc, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai donc voulu vous emmener à sa rencontre pour aborder avec elle la dépendance affective et la manière dont on peut reprendre le pouvoir sur sa vie. Bonjour Géraldine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, je suis ravie d'être là. Alors, avant de débuter, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel? Je dirais liberté, Ouais. parce que c'est une valeur fondamentale pour moi. Et aussi parce que je l'associe à quelque chose d'important dans ma vie, qui est ma liberté de création, de créativité, ma liberté de mouvement et ma liberté de connexion, de rencontre, ma liberté dans les rencontres. Donc voilà, je dirais qu'en fait, je pourrais dire que la liberté est ou doit être présente pour que je me sente bien dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit le domaine amoureux, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine de l'écriture, donc la créativité. Mais il y a aussi de la créativité dans par exemple, ma pratique d'animation de groupe. Voilà, la liberté, c'est pour moi important parce qu'il y a aussi ma liberté d'expression, ma liberté d'être, me sentir libre d'être. Et c'est aussi, finalement, là, quand je réfléchis à l'instant, une dimension qui est importante aussi dans mes accompagnements. J'aime que la personne se sente libre d'exprimer ce qu'elle a besoin, envie, là, maintenant, dans cet instant, d'exprimer. Et parfois, les personnes attendent, en fait, que je les oriente. Or, mon approche est absolument pas celle-ci. C'est absolument pas une approche où j'oriente la séance, mais au contraire, je m'adapte à ce que la personne va apporter ce jour-là, parce qu'il y a des jours où on est dans des états particuliers, parce que notre inconscient parle spécifiquement de quelque chose malgré nous à ce moment-là. Et donc, il est bon en tant que praticienne que je m'adapte à ça. Et aussi parce que je pense que c'est leur permettre d'être dans une forme de liberté sur le plan conscient et sur le plan inconscient. Donc, j'aime aussi offrir ça aux personnes dans l'espace d'accompagnement psychothérapeutique. Oui, puis ça me semble effectivement très bien parce que je me dis, en fait, on a un cheminement et ce qui vient un jour, en fait, par rapport à ce qui s'est passé d'une séance à l'autre, j'imagine bien que il y a aussi des choses qui se passent. Donc, du coup, forcément, là, vous mettez le curseur à l'endroit où la personne se place à l'instant T, quoi. Exactement. Et de l'accueillir là où elle se trouve, au moment de son évolution. Pour moi, dans ma méthode de travail, l'orienter sur ce que moi, je pense qu'il serait bon fausserait le processus d'éclosion de quelque chose, par exemple. Tout à fait. Ah, mais c'est clairement l'éclosion, oui, c'est une belle image, c'est exactement ça. Donc, laissons libre l'éclosion de l'autre. Et c'est aussi, voilà, donc j'aime offrir cette liberté. Et c'est aussi pour moi un moyen de pouvoir aussi me laisser cette liberté. Alors, c'est plus... c'est moins, ça peut être pour certains praticiens moins confortable parce que ça demande en fait une adaptabilité, de la spontanéité en fait, parce qu'il y a quelque chose de très spontané. On ne sait pas avec quoi la personne va arriver, dans quel état elle va arriver ce jour-là dans notre cabinet. Et même si on la connaît depuis un certain nombre de séances, on ne sait jamais ce qu'il s'est passé entre les séances, comment à l'intérieur d'elle-même elle a évolué, et aussi ce qui s'est passé
dans son environnement, dans sa vie. Donc, ça demande vraiment une qualité de présence à soi en termes d'accompagnant et aussi de qualité de présence à l'autre et de souplesse et de savoir rebondir sur ce qui nous est offert. Et je trouve qu'en même temps, c'est assez ludique et ça rend la pratique pour le praticien et le vécu pour le patient, ça le rend un petit peu plus ludique, ce qui pourrait paraître un peu effrayant, parfois douloureux d'ailleurs. Voilà, la surprise, se laisser surprendre. C'est aussi ça, c'est aussi une forme de liberté selon moi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une belle transition par rapport à votre roman, parce que finalement, votre héroïne s'est fait aussi surprendre par le groupe de parole. Et donc, justement, comment vous pourriez résumer votre roman, parce que je pense que vous le feriez mieux que moi, c'est certain. Ose regarder en toi la magie de la vie. Je dirais que c'est justement l'éclosion d'une femme qui est complètement éteinte. Elle est enfermée dans une relation toxique. Elle ne se connaît pas. Elle ne connaît pas elle-même. Elle a évolué au cours de l'existence jusqu'à cette rencontre avec cet homme. Et elle est éteinte. Et il va y avoir un enchaînement de circonstances, de prise de conscience et un besoin qui va se faire sentir de plus en plus fort chez elle. Et elle va arriver dans un groupe de parole pour les femmes qui va lui permettre d'éclore justement, de se découvrir au travers des témoignages des femmes, de la parole des femmes, de la présence du cercle des femmes et bien sûr en relation aussi avec Caroline, l'animatrice et la psychothérapeute de ce groupe. Et elle va donc éclore à elle-même, elle va découvrir qui elle est vraiment, elle va découvrir quels sont ses véritables besoins, elle va donner un autre sens à son existence. Je dirais même, elle va donner du sens à son existence alors que ce n'était pas le cas. Et elle va aussi s'apercevoir que elle a une sensibilité particulièrement développée, elle est hypersensible et elle va aussi commencer à percevoir l'existence, les autres et elle-même d'une façon différente. Ce qui va l'amener à l'éclosion d'elle-même et à changer de vie et à vivre enfin une vie qui lui correspond pleinement et à être véritablement heureuse et vraiment à allumer la flamme intérieure qui était jusque-là éteinte. Et puis finalement, retrouver sa liberté, c'est ça en fait. Si on résume, si on prend toute la globalité, je me dis finalement, elle devient profondément libre. Et ça, c'est et c'est génial. tout à fait juste. Voilà. Merci Sophie, c'est absolument ça. On voit que la liberté est en effet une thématique importante pour moi parce qu'en effet, elle est complètement enfermée dans des croyances, dans sa relation avec cet homme. Elle est enfermée dans une vie qui ne lui correspond pas et c'est en effet une vraie liberté qui va s'offrir à elle ou qu'elle va incarner ou qu'elle va embrasser. Et elle devient, oui, tout à fait, elle devient libre. Voilà, je spoil pas. Mais on va pas. Mais je trouve très intéressant et j'invite justement les auditeurs à lire votre roman parce que je trouve qu'on voit vraiment tout le processus et vous le décrivez très bien, tout ce processus-là pour arriver à ça finalement. Parce que c'est pas si simple et on voit bien que c'est confrontant. Et justement, je me dis, vous êtes fondatrice, vous avez fondé le groupe de parole pour les femmes. En quoi ça consiste concrètement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de votre thématique? J'ai voulu que ce soit un espace de parole et un espace de thérapie pour les femmes uniquement parce que je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé à animer mes premiers groupes soit de psychothérapie, soit de développement personnel, il y a donc plus de 20 ans, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui demandait à émerger. Et un jour, il y a eu moins d'hommes, il y a de toute façon moins d'hommes dans mes groupes, quand je les faisais mixtes, il y avait moins d'hommes que de femmes. Et un jour, il y a eu 3 hommes pour, je ne sais pas, une dizaine de femmes. Et là, je me suis dit, il y avait quelque chose qui commençait à vouloir émerger, mais ça n'allait pas plus loin. C'était bloqué peut-être par leur présence à eux, non pas parce qu'ils avaient une posture. Au contraire, ils étaient vraiment bienveillants et dans l'ouverture, mais les femmes elles-mêmes n'osaient pas aller plus loin. Et donc, j'ai fait le pari de réunir des femmes et de voir ce qui se passe. Et
Et en effet, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que la parole était plus libre et les propos étaient plus forts et elles allaient plus loin dans la confidence et ça allait crescendo au fur et à mesure que les paroles se libéraient, que les femmes exprimaient et que moi, j'orchestrais aussi ceci pour les aider à aller plus loin. Et j'ai senti que la conscience des femmes avait besoin d'un espace. Et à l'époque, il n'y en avait pas, il y en avait très très peu. On n'en était pas du tout à là où nous en sommes aujourd'hui. Et bon, donc il y a encore du boulot, mais ça veut dire que voilà, on a vraiment avancé en termes de conscience, d'autorisation, bref. Et donc c'était l'idée. L'idée c'était d'oser parler du corps, d'oser parler de la sexualité, d'oser parler des agressions, d'oser parler de la misogynie aussi, du harcèlement de rue, du danger que les femmes peuvent ressentir dans les grandes villes, par exemple. Tout ça, ça a été longtemps tabou. Aujourd'hui, on en parle. Quand j'en parle là avec vous, bon, bah, ça semble assez... pas banal, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose c'est des mots et des propos et des thématiques avec lesquelles on est habitué aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'en parlait pas, ça nous venait même pas à l'esprit qu'on pouvait commencer à pointer du doigt des dysfonctionnements dans notre société. Et donc, du coup, c'est devenu un groupe de parole, un groupe de travail sur soi, mais aussi avec des prises de conscience du collectif, c'est-à-dire nous, les femmes, moi avec mon histoire, mais nous, les femmes. Voilà, hein, c'était ça ce que j'avais envie d'approfondir, et donc je l'ai approfondi, et je n'ai eu de cesse de l'approfondir depuis des années et des années. Donc, c'est un espace de parole et de thérapie, c'est un espace de partage, et c'est un espace de prise de conscience, puisqu'il y a des prises de conscience qui ne peuvent pas s'effectuer, en tout cas pas de la même façon en individuel. Ça va plus vite en groupe, c'est parfois assez percutant et en même temps ça porte, ça transporte et c'est en ça que la magie du travail en groupe, enfin moi, m'émerveille encore aujourd'hui, chaque jour davantage. Ouais, mais ça ne m'étonne pas, puis je pense que ça doit faire écho. Généralement, quand on entend quelqu'un parler de son histoire, même si ce n'est pas son histoire à soi, je pense que ça fait écho. Du coup, les personnes doivent se répondre entre histoires entre elles, j'allais dire. Elles doivent se répondre ces histoires entre elles, je suppose. Et tout à fait. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas la même personnalité et qui sont inspirées. Par exemple, celle qui va être un peu plus introvertie va être admirative de celle qui est plus extravertie, leaduse. Et elle va éventuellement l'exprimer à cette extravertie qui va... Elles, en général, elles sont vraiment dans une générosité telle que celle-ci et qui va lui retourner, en fait, lui renvoyer que sa personnalité à elle est aussi très belle et a de la valeur. Enfin, il y a des moments comme ça qui sont super beaux où les différentes personnalités et les différentes histoires vont en fait nourrir les unes et les autres. C'est-à-dire qu'il y a en effet les échos, ce qui me ressemble, des mots qui me parlent. Et puis, il y a aussi la différence qui va me nourrir en tant que participante et qui va m'inspirer. D'accord, là, je vois. Et justement, je pense que c'est par rapport en lien avec votre livre, mais l'une de vos thématiques, c'est la dépendance affective. Et je pense que justement, dans les histoires des femmes, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'histoires qui doivent avoir un lien de près ou de loin avec la dépendance affective. Et qu'est-ce que c'est la dépendance affective concrètement, en fait? Comment on peut la reconnaître, cette dépendance affective? La dépendance affective, c'est vraiment je dépends de l'intérêt du partenaire ou de l'élu de mon cœur. Je dépends de sa reconnaissance, je dépends de sa démonstration amoureuse, je suis dépendante de quelqu'un d'autre et je suis dépendante de l'amour que cet autre va me donner ou pas. Et cette reconnaissance ou cette non-reconnaissance, cet amour ou ce non-amour, la façon dont cette personne va être avec moi va en fait être la télécommande de mon état. C'est comme si
je donne à l'autre la télécommande de mes états émotionnels, du regard que je vais porter sur moi, de tous mes états, en fait. Et donc, la dépendance affective, c'est ça, c'est dépendre de l'amour et de la reconnaissance d'un ou des autres. Parce que c'est pas seulement sur le plan amoureux, là je parlais sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi amical, familial, toute relation. Donc, je dépends du regard de l'autre, je dépends de son amour pour me sentir bien. C'est-à-dire que sans reconnaissance, sans amour de l'autre, je me sens vide, je me sens sans valeur, j'ai un profond sentiment d'isolement, d'être seule au monde. Ça, c'est vraiment récurrent, le sentiment d'être seule au monde. C'est vraiment quelque chose qui revient chez les personnes qui sont avec cette dépendance affective. Et le fait d'être finalement, parce que je pense que vous accompagnez pas mal de personnes qui ont une sensibilité élevée, les hypersensibles, je me dis pourquoi les hypersensibles, ou en tout cas les personnes qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne, sont plus sujets à être dépendants affectifs. Est-ce que c'est lié à leur empathie? C'est lié à quoi en fait? Alors, moi, c'est vraiment le parcours que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai longtemps cru en fait que j'étais dépendante affective jusqu'au jour où j'ai découvert, et j'ai mis un certain temps parce qu'on ne parlait pas de l'hypersensibilité à l'époque de mon exploration. C'est un peu plus tard qu'en fait j'ai découvert que les émois dans lesquels j'étais et les souffrances que je pouvais ressentir étaient davantage dues à mon hypersensibilité, à mon hyper-empathie, à tous mes hyper. Oui, tout est plus, oui. Et voilà. Et ce que j'avais longtemps cru être de la dépendance affective était davantage, en fait, une difficulté à entrer en relation sur le même credo que les autres et à avoir des attentes qui n'étaient pas les mêmes que ce qu'on pouvait me donner. S'ajoutait à cela une histoire qui ensuite pouvait faire émerger des aspects de dépendance affective. Mais dans mon parcours d'exploration et de travail personnel, je ne suis jamais allée jusqu'à des extrêmes de la dépendance affective, forcément, puisque la problématique, si on peut dire problématique, c'était que je n'avais pas conscience, en fait, de ces dimensions hyper. Ouais. Et donc, c'est ça ce qui se passe pour les hypersensibles, on va dire les hyper, tous, les hauts potentiels, les hypersensitifs, les hyperempathiques. C'est qu'on vit les choses avec une grande intensité, on a aussi une certaine exigence, une vision de l'amour. J'ai toute ma vie été fascinée par la passion amoureuse, par qu'est-ce qu'il se passe quand des êtres s'aiment. J'ai toujours été fascinée par cette magie de l'amour, ce côté assez surnaturel à un moment donné. Et ça, je pense que c'est ma dimension d'hyper qui était intéressée de regarder à la loupe des dimensions subtiles et immatérielles de l'amour. Et donc, les hypersensibles, les hyperempathiques vont aimer fort, plus fort, vont avoir des attentes plus fortes, plus grandes, vont avoir aussi un idéal d'harmonie. Et si en face, ça n'y répond pas, ça va être douloureux. S'ajoute à cela que bien souvent, il y a des hypersensibles qui s'ignorent, qui ignorent leur hypersensibilité et qui sont dans un processus de dévalorisation d'eux-mêmes puisqu'ils sont différents de la norme. Exactement. Et comme ils sont dans cette dévalorisation d'eux-mêmes, ça vient fausser les relations amoureuses. Et ça peut faire aussi qu'on va choisir des personnes qui ne nous correspondent pas, puisqu'on s'ignore soi-même, puisqu'on n'a pas encore compris en fait quelle est cette différence, que cette différence est une belle différence, que c'est même une valeur ajoutée, et que cette différence de l'hypersensibilité ou du haut potentiel, on va avoir une vision du monde, une vision des autres, une attente des relations, une quête de l'harmonie. On a des attentes assez élevées, en fait. Et en face, si ça n'y répond pas, ou
ou si c'est disharmonieux, ça va créer une grande souffrance, bien plus grande que la moyenne. Et c'est là qu'on va commencer à trouver que la frontière, elle est floue, en fait. Parce que c'est là qu'en effet, par dévalorisation de soi, on peut être amené à survaloriser l'élu de notre cœur et du coup à accepter l'inacceptable. Comme il y a cette hypersensibilité, on va souffrir davantage, on va être en demande davantage. Et c'est là que vraiment, il y a les deux aspects qui commencent à se confondre. On n'arrive plus trop à savoir ce qui est de l'ordre de la dépendance affective et ce qui est de l'ordre de ce côté hyper, intense, fort. Voilà. Et donc, tout le travail sur soi, ça permet de faire le tri, justement, et de découvrir des aspects de soi-même, de faire des choix différents, d'orienter notre vie vers d'autres êtres, d'abord en comprenant voilà, quelles sont toutes ces richesses qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et de changer notre regard sur ces richesses intérieures. Tout à fait. Et en plus, vous disiez quelque chose de très, très intéressant sur ce fait-là. Et c'est vrai que je pense que moi-même, j'ai dû le vivre ça. C'est pour ça que ça va faire écho aussi. Mais le fait où, en fait, quand les gens sont différents de nous, quand justement on ne se connaît pas suffisamment, on a tendance effectivement à être entouré de personnes qui ne correspondent pas forcément. Et en fait, le fait d'être différent, on a tendance à se remettre en question soi. Alors qu'en réalité, c'est que simplement, on est en disharmonie avec notre entourage. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que c'est souvent ça la difficulté, c'est qu'on a toujours tendance à dire mais j'ai un problème ou voilà, à reporter sur nous-mêmes. Et le fait, je pense... C'est typique de l'hypersensibilité. C'est incroyable. Et je me dis du coup, là, comme vous disiez très bien, c'est là où justement après on peut partir dans cette frontière dépendance. Enfin voilà, donc du coup, je me dis finalement, la dépendance affective, en tout cas quand je parle des gens qui ont une sensibilité élevée, ben, en fait, c'est d'abord passer par une meilleure connaissance de soi pour finalement après voir où on en est par rapport à la dépendance affective. Est-ce que c'est pas ça finalement, je me dis, ce cheminement qu'il faut faire en fait qu'on a... Ouais. Absolument. Et ensuite, quand on a fait tout ça, tout ce chemin-là, il y a une sorte de vigilance douce à avoir parce que notre tendance à culpabiliser, à se remettre en question et à penser que c'est de sa faute, c'est typique de cette hypersensibilité. Et du coup, par amour de soi, on se doit d'être vigilant. Et quand on se regarde, où on se sent, où on s'entend, rebasculer dans ce doute, de se dire attends, ça c'est dû à ta perception des choses, à ta sensibilité, voilà, reprends une certaine objectivité, soit à nouveau de ton côté, parce que c'est là qu'on s'abandonne d'une certaine façon, voilà. Et je dirais que c'est une gymnastique de tous les jours. Après, fine, hein, ça ne demande pas des gros efforts, hein, mais juste de prendre soin de soi en tant qu'hypersensible, hyperaffectif, c'est ça aussi, c'est de se dire, attends, on remet les choses à leur place, quelle est ta part, quelle est la part de l'autre, voilà, n'oublie pas ta tendance à la culpabilité et voilà, à prendre parfois des choses qui ne te reviennent pas sur les épaules. Et ça revient justement à ma prochaine question, c'est justement la dépendance affective est liée aussi à l'amour de soi, en fait, à l'amour qu'on peut s'apporter à soi. Donc, si je résume avant de poursuivre, il y a d'abord donc mieux se connaître et prendre conscience, effectivement, pour les gens qui ont en tout cas une sensibilité plus élevée, d'en prendre conscience déjà, et après de voir où ils se placent par rapport à cette dépendance affective. Et après, du coup, arrive justement ce que vous disiez. Je pense que l'une des clés, c'est justement s'apporter de l'amour de soi. En fait, c'est intimement lié, de l'amour de soi et la dépendance affective. Et même pour les gens qui sont moins sensibles et qui sont de vrais, sans être péjoratifs, de vrais dépendants affectifs. Selon moi, c'est vraiment la clé de voûte, l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on peut faire, on peut prendre toutes les autres portes d'entrée, les autres aspects à traiter de la dépendance affective. Si on n'est pas en paix avec soi-même et si on n'est pas bien traitant avec soi-même, on va pas, à un moment donné, on va stagner. Et c'est vraiment, moi, assez rapidement dans mon accompagnement de la dépendance affective, très rapidement, j'y viens.
parce que je l'entends, parce que ça s'entend au travers des mots, de ce qui m'est raconté, voilà. Et donc, il y a vraiment toute une éducation, en fait. Les personnes ont besoin d'apprendre. Et c'est un sujet très complexe. Si on demande à quelqu'un de lambda, enfin, qui connaît nos sujets quand même un peu, l'amour de soi, comment on fait? La personne va avoir du mal à répondre parce que c'est vrai que c'est compliqué. Donc, moi, je propose vraiment des choses très, très, très concrètes. La façon dont on se parle dans notre dialogue intérieur. La façon dont on se traite chaque jour, la non-douceur que l'on s'accorde, c'est-à-dire la violence, en fait, très souvent, que l'on va s'infliger, la dévalorisation de soi. En fait, il y a plein d'aspects. L'amour de soi, c'est vaste. C'est un long travail. C'est là aussi une vigilance au quotidien. Et c'est vraiment la clé de voûte, c'est fondamental. C'est-à-dire que dans les relations toxiques, si on ne s'aime pas, on va se laisser emporter ou autoriser l'autre à l'irrespect outre mesure. On va soi-même ne pas se respecter. En fait, la notion de respect, elle arrive très vite quand on travaille sur la dépendance affective. C'est-à-dire que l'amour de soi, c'est en fait le non-respect de soi-même. C'est aussi, parce qu'on ne se connaît pas encore assez, d'ignorer quelles sont nos limites, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, de quoi j'ai besoin pour avoir un équilibre relationnel de tous les jours. Donc, on voit que la connaissance de soi participe à l'amour de soi. Donc, il y a vraiment une mise à jour de ce que l'on autorise aux autres et à quel moment on doit dire non. Il y a tout l'apprentissage de savoir dire non, comment on le dit, quand on le dit, reconnaître qu'il faut à ce moment-là le dire, parce on n'a pas toujours les signaux d'alerte suivant notre histoire de vie. On va avoir des signaux de protection qui ne seront pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'il y a une trop grande tolérance de ce que l'on nous fait, et ça provient de nos empreintes, de ce qu'on a vécu enfant ou adolescent. Donc l'amour de soi, c'est aussi réactualiser, vraiment aller visiter les petites loupiottes et les reprogrammer pour que les signaux d'alerte retentissent au bon moment, qu'on puisse les reconnaître. Voilà, donc vraiment la notion de ne pas se respecter et de laisser faire le non-respect de soi, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la dépendance affective amoureuse, mais aussi dans tout domaine. Je pense, tout à fait, parce que finalement, on peut la rencontrer partout, la dépendance affective. Partout, au boulot, exactement. Partout, même chez un commerçant, dans toute interaction, voilà, ça arrive. Et donc l'amour de soi, bien entendu, va y avoir aussi un travail. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'amour de soi, si cette dimension est absente, on ne va pas pouvoir approfondir la confiance et l'estime de soi. C'est vrai, c'est intimement lié. Complètement. Ça vient nourrir ces deux autres dimensions. Et non pas l'inverse, ce qu'on peut souvent dire. Souvent, on dit que c'est l'inverse. Mais pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Tout à fait, Et je me dis d'ailleurs, pour prendre conscience du manque d'amour qu'on peut s'apporter, je pense que nos relations aussi peuvent être un bon baromètre. Parce que souvent, quand quelqu'un nous manque de respect, ce n'est que le reflet, surtout dans une relation toxique par exemple, soit qu'on s'oublie, soit qu'on ne se respecte pas, soit qu'on ne pose pas justement nos limites et qu'on dise non, notamment. J'ai souvent dit en groupe ou en individuel une chose un peu provocante, mais qui a toujours interpellé, je le dis dans un de mes livres d'ailleurs, qui a toujours interpellé les personnes que j'accompagne. J'accompagne principalement des femmes, logique, puisque voilà, il y a les groupes de parole pour les femmes ont amené les femmes en individuel davantage dans mon espace, dans l'espace thérapeutique. Et souvent, je leur dis... c'est plus facile à dire en groupe qu'en individuel d'ailleurs. Je leur dis que les personnes, je leur dis cache comme ça, regarde ton partenaire et tu sauras où tu en es. Exactement.
Et c'est ça, en termes de non-respect de soi, en termes de connaissance ou non de soi, en termes de croyances, en termes de répétition de schémas, en termes de loyauté vis-à-vis de notre culture, de nos parents, de notre famille, etc., etc., etc. Il ou elle vient illustrer là où on en est, de ce qu'on a réglé ou pas, de ce qu'on a compris ou pas. Et donc, je ne leur dis pas ça pour qu'elles ne se sentent pas bien. Au contraire, je leur dis juste regarde, sans te juger, sans te culpabiliser. Mais c'est juste une information et c'est important d'oser regarder parce que de ne pas se raconter des histoires, et c'est ça le plus compliqué dans la dépendance affective. Plus compliqué. Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? Parce qu'on veut... Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui sont en jeu en termes de blessures qu'on se raconte des histoires. Et d'ailleurs, pour moi, toute la subtilité, voire parfois la difficulté de l'accompagnement, c'est quand ma patiente est in love au début d'une relation, qu'elle est dans la phase passionnelle, fusionnelle, sublimation, cristallisation. Et là, j'ai appris. J'ai appris à vraiment avancer sur la pointe des pieds parce que ce qui est le plus important, c'est la qualité relationnelle ensemble, toutes les deux. Et c'est aussi de pouvoir continuer à l'accompagner et qu'elle ait des prises de conscience à son rythme, mais en même temps de veiller à ce qu'elle n'aille pas dans le mur. Et c'est toute la complexité. Donc, suivant la qualité relationnelle, je vais arriver à poser des mots et petit à petit, on va arriver à regarder quelle histoire elle se raconte. S'il y a vraiment une histoire qu'elle se raconte, c'est-à-dire est-ce qu'elle sublime la relation pour que ça rentre dans son idéal de l'amour qui viendrait donner du sens à sa vie, parce que c'est souvent ça, c'est-à-dire c'est comme si l'amour, c'est comme si, je vais dire à l'inverse, s'il n'y a pas cet amour sublime, la vie n'a pas de sens. Je dirais plutôt, c'est notre belle relation à nous-mêmes qui doit d'abord donner du sens à notre existence et ensuite le reste va s'harmoniser en écho avec cette paix intérieure et cette connexion à soi-même. Oui, tout à fait. C'est très juste. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour commencer ou pour continuer à s'apporter de l'amour à soi-même, justement? Je sais pas, des choses à faire. En termes pour les personnes qui sont assez kinesthésiques, en connexion avec elles-mêmes, leur ressenti corporel ou émotionnel, je dirais déjà où se trouvent les tensions, c'est-à-dire à quel moment la corde se tend, à quel moment il y a quelque chose qui est moins paisible, voilà, à quel moment il y a du stress qui apparaît. Et de regarder de quoi il s'agit. Est-ce que c'est parce que par hypersensibilité, on va être plus anxieux sur telle et telle chose du quotidien? Ok, donc on regarde et on voit comment on peut créer un équilibre entre sa propre sensibilité et les obligations de la vie de tous les jours. De regarder où en sont nos relations, c'est-à-dire que nos meilleurs amis, les personnes avec qui c'est fluide et harmonieux et avec qui normalement tout va bien, il peut arriver à des moments, il peut arriver que ces personnes-là, elles traversent aussi des crises, qu'elles mettent en place, qu'elles mettent en place quelque chose qui n'est pas OK pour soi. Et d'oser regarder ça. Et éventuellement, soit d'échanger avec la personne, soit de lui laisser du temps, de prendre un petit peu de recul. C'est ça, prendre soin de soi aussi. C'est prendre soin des relations et aussi se protéger travers l'autre. C'est-à-dire qu'en tant que dépendant affectif ou grand sensible ou grande sensible, on va avoir tendance à tout accepter. Non, tout n'est pas acceptable. L'amour inconditionnel, ça par exemple, c'est un truc commun chez les hypersensibles ou les dépendants affectifs. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien travailler parce que c'est un aspect extrêmement important. La légende autour de l'amour inconditionnel, voir
l'injonction qu'on se donne à soi-même d'être dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans condition, ça veut dire on accepte tout. Et donc là, on revient où se trouve le respect, tatati, tatata. Voilà. C'est ça, ouais, Donc de exactement. regarder ça aussi, de regarder où en sont nos relations et les personnes, elles traversent quoi, et eux aussi se protéger soit de ce qu'elles traversent et protéger la relation, puis parfois elles traversent et puis tout redevient en ordre. De regarder en fait où ça fait violence. Quel est l'environnement où on n'est pas bien, quelles sont les relations où on n'est pas, où c'est pas respectueux de notre équilibre, un rythme de vie qui peut nous faire violence, ça aussi c'est de l'ordre de l'amour de soi et de réorganiser le planning, de réorganiser les priorités, de regarder aussi, alors ça c'est un truc qui aide beaucoup je trouve par rapport à l'amour de soi, c'est à quel moment, et c'est souvent parce qu'on a été éduqué comme ça, on se dit il faut, je dois. C'est terrible ça. Et on n'en a jamais fini avec ce truc. Et de Moi, le remplacer. Je me fais la réflexion. Ah oui, mais c'est tout le temps. Même quand on le sait, même quand on le travaille, ça revient, quoi. C'est fou. Hein. Et de le remplacer par de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, dans quelle mesure c'est important, ou est-ce que c'est une obligation parce que je pense que je dois, parce qu'on me l'a appris, parce que je pense qu'on attend de moi que je sois comme ci, comme ça. Exactement. Ou bien moi, j'attends d'être comme ci, comme ça, parce que je me fais l'idée que toutes ces choses-là, au quotidien, voilà, c'est des trucs concrets, quoi. À quel moment on se dit, ah bah tiens, il faut que je fasse ça. Et de se dire, attends, il faut, tu as envie, c'est nécessaire à ton équilibre, pourquoi il faut, de regarder, de voir si on est au clair avec ça et puis de réajuster éventuellement. Parce qu'en fait, tout au long de la journée, il y a des accumulations de tensions. Et ces tensions, selon moi, c'est une forme de violence, en fait. Comme on est dans une société très violente, c'est pas parce qu'on a le confort, l'eau, l'électricité, un toit sur la tête, des sous, etc., qu'on est dans une société soi-disant prospère. Oui, prospère, on peut le dire, pas soi-disant. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une société qui prend soin de nous. Et alors, les hypersensibles savent ça. Et donc, à un moment donné, ça vient nous contaminer, en fait, cette pressurisation, ce côté compétitif, cette rapidité, ce tout de suite. Alors, peut-être plus dans nos grandes villes que quand on est en contact avec la nature. On se reconnecte, peut-être. Voilà. Comme je vis en ville et que dès que je vois un arbre, je me sens mieux. C'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai. Mais après, c'est vrai que mine de rien, le stress ambiant, j'allais dire, quand je dis stress ambiant, on l'a partout. Et ça, même quand on fait ses courses, je veux dire, c'est la tâche la plus... Enfin, voilà. Même là, il y a du stress. Donc, on vit dans un stress, on ne s'en rend même pas compte. Voilà, et de s'en rendre compte. Alors, il y a un moment où c'est pas très confortable parce que c'est comme tout, plus on a conscience des choses, à un moment donné, il arrive des moments où on se dit j'aurais aimé continuer à ne pas être conscient. Bon, mais après, on passe le cap et on se dit non, quand même, c'est bien. Et ça permet en fait de réguler, de caler, de faire ses courses à une autre heure, peut-être, par exemple. Ouais. C'est tout bête, hein, mais ça peut changer vraiment la donne en termes de rythme de journée et de vraiment... ce qui est important, c'est de pouvoir tracer sa route au milieu de ce chaos et de se préserver, non pas de se surprotéger, mais de suffisamment se connaître pour pouvoir créer une organisation relationnelle, une organisation de vie qui soit un peu plus dans la douceur et la bientraitance. Et ça participe à notre amour de nous-mêmes. Et c'est possible, ça demande de la créativité. Oui, mais quand on commence à y prendre goût, et puis qu'on voit aussi qu'on se sent mieux, on y va encore un peu plus, quoi. Ouais, c'est ça, non, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que je me dis, vraiment, j'allais dire, la clé de voûte de tout ça, c'est vraiment déporter son regard quelque part aussi, pour s'observer et tout doucement prendre conscience de ses besoins, de ce qui ne va pas, de ce qui ne nous convient pas. En fait, c'est vraiment ça, c'est être à l'écoute de soi, en fait, finalement. L'amour de soi, c'est absolument, ça. Absolument, complètement. Cette écoute, elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est une reconnexion à soi. À l'opposé, la dépendance affective nous éloigne de nous, c'est-à-dire on n'est pas connecté à notre centre. L'autre est
le sujet de notre vie, alors que nous devons être le sujet de notre vie. Et quand on est dans la dépendance affective, tout tourne autour de cet autre qui va nous manifester ou non de l'intérêt, qui va nous choisir, parce que ça, c'est le grand truc de la dépendance affective. Hein. Donc, bien entendu, on va choisir des partenaires qui ne sont pas disponibles ou dans l'indifférence, etc., parce qu'on va vers ce qu'on connaît, malheureusement. Hein. Mais c'est vrai qu'à contrario, l'amour de soi, c'est l'écoute de soi, et donc on redevient le sujet de notre existence pour mieux établir des relations, enfin en tout cas pour établir des relations qui soient plus justes pour tout le monde, pour nous comme pour les autres, ainsi qu'une relation plus juste entre nous et l'existence, nous dans notre existence. En fait, on se remet au centre et on réorganise en effet à la fois concrètement les choses, mais c'est tout à fait ça, c'est le regard qu'on va porter sur soi-même. Et l'importance aussi qu'on va se donner, non pas au sens narcissique, égotique, mais se redonner de la valeur, prendre soin de soi, c'est ça, c'est se reconsidérer, c'est décider que nous nous engageons à nous faire du bien, nous nous engageons à ne plus nous laisser nous faire du mal ou laisser à l'autre ce pouvoir de nous faire du mal. Et donc, ce retour à ce centre, ou cette découverte d'ailleurs de cet espace à l'intérieur de soi, c'est là qu'en fait, ça doit être le point de départ de tout, finalement. Exactement. Et vous le retracez très bien dans votre roman, justement, on voit tout ce cheminement, et c'est ce qui est très intéressant, que c'est pas si simple, parce que parfois, on voit, c'est pas très confortable pour le personnage, et puis elle revient sur le chemin, et je trouve que c'est vraiment, c'est exactement ça, elle reprend le pouvoir de sa vie, et je trouve que c'est très bien transmis à travers votre plume, donc voilà. Et en parlant justement de ce roman, il me semble que vous sortez un nouveau roman, me semble-t-il, ou en tout cas un nouvel ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je suis curieuse, alors c'est la curieuse qui parle. Alors, je sors alors, c'est pas un roman, mais ça aurait pu. À voir plus tard, mais c'est une sorte de guide. En fait, c'est un guide pour les hypersensibles spirituels. Donc, le titre, c'est Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or. C'est un livre qui sort le 14 septembre, que je porte en moi depuis 2-3 ans. Période à laquelle j'ai écrit un article sur cette thématique de l'hypersensibilité dans le monde violent qui est le nôtre et de sa dimension spirituelle. Et c'est un article qui a connu un très très joli succès sur les réseaux sociaux, qui a été partagé un grand nombre de fois. Et puis c'est resté en suspens jusqu'à ce que je continuais en fait à réfléchir sur le sujet, et puis il me fallait aussi le moment et le Duc, qui est mon éditeur, qui est un de mes éditeurs, voilà, c'était le bon espace pour parler de ça. Et en fait, c'est un guide où j'offre en fait mon hypothèse que l'hypersensibilité, c'est en fait tous les hyper-empathie, hypersensitivité au potentiel, ce sont des personnes qui ont une conscience différente. Et je fais l'hypothèse que ce sont des êtres qui sont en avance sur le temps. Et que leurs aspirations, leurs valeurs, ce qui leur fait violence ou ce qui ne leur fait pas violence, ce qui leur parle, selon moi, si on regarde bien, c'est le tournant positif que notre humanité pourrait prendre. Et donc, c'est à la fois un livre qui décrit l'hypothèse que je propose, qui est juste une hypothèse de réflexion, presque philosophique en fait. Mais il y a aussi des exercices, des mises en pratique, des mantras, des prières, pour pouvoir mettre en place une hygiène de vie
qui permettent à la fois de laisser, encore une fois, je vais employer le mot éclore, c'est le mot du matin avec vous, Sophie, qui laisse éclore en fait cette sensibilité et cette sensibilité spirituelle, et en même temps qui permettent de tracer sa route dans cette société que j'appelle hyposensible. Et donc voilà, il y a vraiment un décalage entre l'hypersensitivité, sensibilité de certains êtres. L'hypothèse, elle m'est venue avec le fait de pourquoi il y a 20% de la population, ça ne fait que s'accroître. C'est pas parce que c'est un phénomène de mode, c'est qu'aujourd'hui on met des mots, il y a des chercheurs, voilà. Je parle d'ailleurs des recherches qui sont faites sur le sujet. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, 20% quand même, ça fait un certain nombre de personnes et ça ne va qu'en grandissant. Et je me suis dit, et si c'était la situation planétaire, et si c'était la conscience collective, voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, et si ? Et si ? Voilà, c'est juste une hypothèse, mais qui pour moi fait sens et qui visiblement fait sens pour pas mal d'entre nous. Ouais, mais c'est marrant, ça me fait écho avec une interview que j'ai faite avec Leïla Del Monte. Alors, rien à voir sur la communication animale. Oui. Mais justement, elle me disait qu'il y avait de plus en plus d'animaux hypersensibles. Donc ça, je crois qu'on ne l'a pas partagé en interview, on en a parlé ensemble. Et parce que j'ai un chien hypersensible. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand même. J'en suis convaincue. Ouais, parce qu'apparemment, il y a de plus en plus d'animaux hypersensibles. Si on le trouve chez les chiens, ça doit être pareil. La mienne est hypersensible. Ah bah voilà. Voilà. Ah oui, alors elle est à fond. Donc, c'est marrant. Et justement, on en parlait toutes les deux, bon, version animale, mais du coup, on est tous liés. De toute façon, ça, j'en suis convaincue. Et du coup, je me dis, il se passe quelque chose, c'est évident, sur cette sensibilité. Enfin, ouais. Voilà, donc moi, c'est mon hypothèse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous touche en tant qu'être hypersensible, ce qui nous fait vibrer, c'est une certaine tonalité en fait. Et dans le livre, voilà, j'offre des visions, des perspectives. Et si le monde était calé avec notre sensibilité, il ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Et il y aurait un respect du vivant déjà, un respect de l'environnement. Enfin, ce serait... Voilà, et j'avais envie d'offrir aux hypersensibles cette perspective. J'avais aussi envie de parler davantage de ma sensibilité spirituelle qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis toujours. Et je sens que c'est le moment. Vraiment, ça a été... la création de ce livre a été d'une fluidité déconcertante, d'une évidence, voilà, et parce que c'est le bon moment et que... Et j'écris pour mes lecteurs, j'écris pour les êtres. Et c'est comme si quand j'écris, je suis connectée à eux et je sens qu'ils attendent ce livre. D'ailleurs, la pré-annonce sur les réseaux sociaux me l'ont confirmé. Ça m'a émue. J'ose même pas en parler trop. Ça m'a énormément émue parce que ce que j'ai senti quand j'ai écrit le livre, juste la pré-annonce et l'accueil m'a confirmé, voilà, je devais le faire. Et puis après, le livre va suivre son chemin. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est vrai qu'en plus, ça fait écho aussi à une interview qui sera diffusée en septembre, mais sur justement l'hypersensibilité ou la haute sensibilité plutôt et la spiritualité. On va faire avec Sadao Tomasella et Daphné Boulogne. Et justement, pareil, c'est une thématique qui a germé courant juin et on s'est dit, tiens, on a parlé ensemble, on s'est dit, on va le faire et on verra ce qui émerge à ce moment-là. Mais c'est le moment, c'est clair. Je me dis, voilà, mais je suis convaincue qu'il se passe quelque chose. Absolument, c'est évident. Et pour clôturer notre échange, quel serait votre mot de la fin ? Mon mot de la fin. De se souvenir le plus souvent possible de garder une connexion à soi et au centre de soi. Nous sommes dans une société et surtout en ce moment où on peut être fasciné par des lumières extérieures plus ou moins jolies d'ailleurs, et que suivant ce qui se passe, de toute façon, notre point d'ancrage, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, de ne pas perdre le contact avec nous. C'est très important, de vraiment rester fidèle à soi, connecté à soi, parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a une boussole.
Il faut savoir l'écouter et ne pas être trop détourné par nos peurs, nos projections, nos croyances, les illusions. Voilà, l'espace de vérité, il est tout au fond de notre être. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Merci Géraldine. Sophie.